Bonjour, je m'appelle Andréane Dufour-Bouchard. Je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 11e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. L'épisode est présenté dans le cadre de la semaine sans diète. C'est une campagne qui vise à sensibiliser les gens à l'inefficacité des régimes amaigrissants et de la privation et aussi aux dangers liés à l'obsession de la minceur. Cette année, la campagne aborde un volet qui prend de plus en plus d'ampleur dans la quête du corps parfait et j'ai nommé la culture du fitness. En effet, plusieurs personnes pratiquent de l'activité physique dans l'unique but de contrôler leur poids ou de sculpter leur corps et cette industrie oriente évidemment son marketing en ce sens. D'ailleurs, selon l'enquête québécoise sur l'activité physique et le sport 2018-2019, 78% des personnes de 18 ans et plus rapportent qu'améliorer son apparence, c'est une source de motivation à pratiquer une activité physique. Même si on connaît les bienfaits indéniables pour la santé, est-ce que ce genre de motivation est vraiment bénéfique pour tout le monde et aussi viable à long terme? Est-ce qu'être en bonne condition physique implique nécessairement d'aller au gym? Comment faire pour se motiver à être actif ou active quand on n'aime pas bouger? On discute de tout ça avec nos invités. Jessica Brodeur, créatrice de contenu connue sous le nom Jess Brodfit et aussi entraîneuse inclusive. Et William L. Roujdi, kinésiologue et propriétaire du Club Bonsaï. Aujourd'hui, je suis aussi accompagnée de ma collègue Marianne Blais, kinésiologue et agente de développement, qui va co-animer avec moi l'épisode. Marianne a travaillé plus de 10 ans à accompagner une clientèle dans un processus de changement d'habitude de vie, justement dans le but de les amener à mener une vie plus active. Donc, je suis certaine que ces interventions aideront aussi les gens qui nous écoutent dans leur cheminement. Alors, bonjour à vous trois. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Merci. Donc, avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne le temps de définir ce qu'on entend par industrie du fitness. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement? Comment vous décriveriez cette industrie et ses messages? Je pense que c'est la première chose qu'il faut comprendre dans l'industrie du fitness, c'est que c'est énorme. Puis ce qui la motive le plus, c'est l'argent. Comme dans la plupart des industries dans notre monde actuel. Et puis, ce qui fait aussi que ça peut englober tout plein de choses, mais moi, je le relierais principalement à l'activité physique, à l'industrie du corps aussi, la culture de la beauté, puis tout ce que ça implique, là. Donc, ce qui peut être lié aussi, je pense qu'on peut inclure aussi l'alimentation là-dedans, la nutrition, les suppléments et toutes les bébelles qui s'y rattachent. J'aborde dans le même sens, j'irai aussi avec la culture des diètes qui majoritairement va venir s'immiscer dans cette industrie-là pour mettre en valeur des standards de beauté du physique. Donc, c'est une industrie qui met vraiment de l'avant le changement corporel et que c'est le but à atteindre au-delà de qu'est-ce qui se cache derrière de vraiment les bienfaits de l'activité physique. Oui, puis je pense que on pourrait ajouter que l'industrie du fitness, ses messages principaux, c'est pas nécessairement de bouger par plaisir, bouger pour notre santé. Il y a beaucoup de pression. Donc, c'est ces pressions-là là, qu'on va discuter aujourd'hui, puis pourquoi l'activité physique devrait être vue peut-être différemment. C'est un peu comme le pendant activité physique de la culture des diètes aussi, je trouve, où est-ce qu'on met beaucoup l'accent sur le culte du corps, ça laisse croire que le corps est malléable en fonction de notre volonté, puis ça aussi, ça entretient cette pression-là dont tu parlais, Marianne. Donc, maintenant qu'on comprend mieux de quoi on parle quand on parle d'industrie du fitness, j'aimerais ça qu'on parle de votre parcours parce que c'est vraiment super intéressant. Vous avez comme un peu une expérience avant-après, pas comme dans la culture des diètes, mais quand même un avant-après. Donc, vous avez baigné dans cet univers-là du monde du fitness pour, à un moment donné, vous rendre compte que peut-être ça vous rejoignait moins ou pour vous orienter vers une approche qui correspondait plus à vos valeurs, qui était plus bienveillante, plus axée sur le plaisir et peut-être moins justement vers la performance, la pression, le culte du corps ou le contrôle du poids. Donc, toi, William, tu as travaillé dans un gym d'une grande bannière. Et toi, Jessica, tu as fait partie aussi de la culture du fitness comme cliente. Tu as même fait aussi des compétitions de fitness. Puis tu donnais des cours de groupe là, dans un gym. Donc, pourriez-vous me parler un petit peu de votre expérience dans ce monde-là? Oui, ben moi, j'ai évolué dans cette industrie-là comme cliente, comme tu mentionnais. J'étais quelqu'un qui voulait perdre du poids, qui a embarqué dans tout ce qui était le contrôle de mon alimentation et de mon entraînement, qui m'a amené à avoir des troubles alimentaires finalement et de me rendre dans l'obsession. Et plusieurs années de troubles alimentaires, j'ai décidé de faire des compétitions de fitness. Donc là, on parle
dans les termes, le bodybuilding. Donc, j'ai fait des compétitions de bikini fitness qui étaient vraiment de sculpter mon corps dans une industrie qui ont des standards très, très, très fixes, d'avoir un corps qui est galbé, qui est musclé à certains endroits, qui est symétrique et qui est comparé au corps des autres femmes qui sont à côté de moi. J'ai fait 3 compétitions dans une même année, dans le plus gros de mon trouble alimentaire, finalement. Et par la suite, mes troubles alimentaires ont changé, ont évolué dans l'autre contraste après tout ça, jusqu'à temps que j'aille chercher de l'aide puis que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui allait pas dans ma tête. Et j'ai baigné là-dedans comme cliente, mais j'ai aussi, pendant tout ce temps-là, je donnais des cours de groupe dans les gyms. Alors moi, je prônais beaucoup mes changements corporels, je les mettais de l'avant, je voulais inspirer à la manière qu'on peut, justement, sculpter notre corps, on peut le contrôler. Donc, mes messages puis mes cours étaient un peu en lien avec ça quand même. C'était toujours l'idée derrière Quand on veut, on peut aussi. Oui, beaucoup, beaucoup, parce que j'étais comme la preuve, entre guillemets, qu'on pouvait le faire sans savoir que j'avais des troubles alimentaires, finalement. Et maintenant que je suis rétablie de mes troubles alimentaires, j'ai complètement changé à un autre opposé pour vraiment inclure tout ce qui est dans le mouvement intuitif, l'alimentation intuitive, l'image corporelle positive. Et ça a fait un grand changement dans ma vie, évidemment. Puis maintenant, j'ai ma propre entreprise que je donne des cours de groupe en virtuel, mais pour des groupes très inclusifs, bienveillants, où on apprend à bouger avec notre corps. Donc, de pas bouger contre lui et à vouloir le changer, mais plus de le mettre de l'avant puis d'apprendre à bouger avec lui. Donc, même s'il y a un mouvement qu'on n'est pas nécessairement capable de par comment notre corps est fait, moi, je vais y penser parce que je l'ai vécu, de vivre dans un corps qui était plus gros que ce qui était avant. Puis, c'est vraiment dans le contraire de cette industrie-là que j'ai pu trouver ma voie puis pouvoir amener de la bienveillance dans cette industrie-là. Moi, pour ma part, j'ai terminé mes études en kinésiologie, puis j'ai tout de suite commencé à travailler dans un gym, une grande bannière, comme tu l'as dit. Puis, le baccalauréat en kinésiologie est très cartésien. Il y a une approche très médicale quand même à comment on intervient avec un client, que ce soit dans l'évaluation, dans la prescription d'exercices, puis comment on interagit aussi avec le client. Puis ce carcan-là aussi a été maintenu un petit peu dans mon approche lorsque j'ai commencé à travailler au gym. C'était assez clair là, ce que j'avais besoin de faire, puis j'étais formé. Puis quand on évolue dans un certain environnement où il y a un cadre, on s'amène rarement à questionner pourquoi on le fait. T'sais, tout le monde le fait, puis un peu aussi comme l'image corporelle, on devrait essayer d'atteindre un certain standard de beauté. Alors, c'était tout à fait normal pour moi d'évoluer dans ce sens-là, pour me rendre compte finalement que mes clients n'étaient pas satisfaits, qu'ils vivaient beaucoup de frustration, d'échecs, malgré tout ce que je faisais. Puis je le voyais aussi auprès de mes collègues de travail qui donnaient des prescriptions d'exercices, qui disaient je fais tout pour le client, puis malgré ça, ça avance pas. Puis c'est cette frustration-là qui m'a amené à me questionner, à savoir, il y a quelque chose qui cloche dans notre approche, dans la manière qu'on interagit, puis c'est peut-être pas la manière optimale pour développer un lien avec l'activité physique qui est saine et qui va perdurer dans le temps aussi. Oui, parce que c'est ça, des fois, quand on est vraiment dedans, on veut faire des changements, on voit que ça fonctionne, ou on se dit, on le voit souvent là, en janvier, les gens qui s'inscrivent au gym, puis là, on a l'air de parler des gyms comme si c'était quelque chose qui était pas bon, mais c'est bon pour certaines personnes, c'est juste que c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Puis justement, ceux qui abandonnent rapidement, c'est que c'était peut-être pas la bonne motivation, il y avait peut-être quelque chose à réfléchir de plus. Fait que je pense que c'est intéressant de voir que même si on pense que quand on veut, on peut, c'est quoi le prix aussi à long terme de tout ça. Puis justement, c'est le fun d'avoir des approches alternatives. Aussi, on va en parler un petit peu plus en détail aussi tout à l'heure. Je pense que avec l'expérience, quand on est un professionnel de la santé, pas juste kinésiologue, on comprend que oui, on connaît toute notre théorie, mais qu'il faut mettre la personne au centre de tout ça, puis que quand on comprend ça, c'est là que notre approche change, puis que les résultats viennent beaucoup plus facilement, mais c'est les résultats de la personne. Puis souvent, dans une autre approche, comme tu le nommais, on voit les résultats du professionnel, de dire, voyons, je fais tout, mais tout compte fait, ça fonctionne pas, mais ça fonctionne pas pour qui?
Fait que je pense que c'est ça aussi, puis on va en parler, là, de mettre la personne au centre, ça fait quand même une différence. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup de croyances à déconstruire aussi parmi les gens qui viennent vous voir, parce que c'est sûr que dans la société dans laquelle on vit, tu sais, la culture du fitness, des diètes, de faire attention, bouger pour maigrir, c'est tellement omniprésent que souvent les gens pensent aussi que c'est la bonne motivation à avoir ou la bonne chose à faire. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie de la sensibilité que vous avez comme intervenant d'aborder cette question-là aussi avec eux puis de les aider à cheminer là-dedans. Effectivement, on peut penser que ce genre de message-là qui nous entoure, ben ça vient teinter le rapport que les gens entretiennent avec l'activité physique, cette relation-là. Puis, selon les résultats de notre sondage léger qui a été mené auprès de plus de 1800 Québécois, Québécoises de 14 ans et plus, bien, on note que 41% rapportent que l'industrie de l'amaigrissement et du fitness influence leurs croyances, attitudes et comportements en lien avec leur corps, l'alimentation et l'activité physique. Puis ça augmente même à 67% chez les jeunes de 18 à 34 ans. C'est quand même énorme. 56% se sentent coupables de ne pas faire plus d'activité physique. Et on dit que 19% se disent même obsédés par leur niveau d'activité physique. Donc, ça prend vraiment beaucoup de place là, dans leur tête. En contrepartie, 55% des répondants et répondantes affirment avoir du plaisir quand même à faire de l'activité physique. Donc, il y en a qui ont du plaisir à faire de l'activité physique. Cependant, ben, c'est près de la moitié qui ont plus ou moins de plaisir. Fait qu'on a encore du travail à faire. Est-ce que vous êtes surpris d'entendre ces statistiques-là? Non, non. Je pense que c'est bien d'avoir des chiffres pour un peu voir l'étendue des choses. Je suis surprise quand même, 50% qui ont du plaisir. Je trouve ça quand même bien. Je m'attendais à moins. Mais aussi, le 50% du plaisir, moi aussi, je pensais que j'avais du plaisir à m'entraîner quand j'étais dans mes obsessions. Et c'est après, quand tu changes ta perception de ton image corporelle, du contrôle, où tu vois à quel point ça prend beaucoup plus de place que tu le pensais, où les chiffres contrôlent un peu le fait que tu vas au gym puis que tu aimes ça ou le fait que tu bouges pour une autre activité X. Puis après, quand tu te libères de ça, c'est là que tu te poses les questions, finalement. J'aimais-tu vraiment ça ou je le faisais pour d'autres raisons? Fait que je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut trouver en soi, de voir est-ce que c'est vraiment par plaisir que je le fais pour vrai ou ça cache d'autres choses également. Ouais. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que quand on a une certaine structure dans l'entraînement, c'est très sécurisant. Puis on peut facilement mêler la sécurité que ça nous apporte, puis le plaisir. Hein, parce que si on se sent sécurisé, ben, au moins je sais quoi faire, puis je sens que je vais de l'avant. Donc, c'est important de mettre ces chiffres-là en perspective aussi, puis de se questionner réellement, savoir c'est quoi le plaisir pour moi, puis est-ce que ça va faire aussi? Est-ce que je me vois faire ça pour le restant de ma vie? On parle de plaisir, là, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre définition du plaisir ou c'est quoi pour vous, justement, s'entraîner avec plaisir? C'est quoi l'objectif qu'on devrait avoir? Parce que c'est pas toujours nécessairement si facile ou si plaisant ou si simple à tous les moments, pour tout le monde, à tous les jours. Donc, comment essayer de jauger pour avoir un équilibre où est-ce qu'on accepte probablement que des fois, c'est pas toujours, ça nous tente pas toujours, mais que le plaisir est quand même là. Donc, ça serait quoi un peu votre définition du plaisir dans l'activité physique? Moi, je dirais c'est le bien-être qu'on peut en trouver. Le plaisir peut être vraiment différent pour plusieurs personnes. Moi, personnellement, j'aime quand je suis capable de rire. Tu sais, le rire, j'ai le goût de le faire, même s'il y a des journées que j'ai moins le goût. C'est le bonheur que je ressens. Moi, j'y vais vraiment de qu'est-ce qui me donne ce plaisir-là, qu'est-ce qui me rend heureuse, mais aussi c'est quoi l'aspect qui me fait faire l'activité que je choisis. Parce que c'est pas nécessairement le type d'activité que c'est ça que j'aime, mais peut-être c'est le côté social qui vient amener avec l'activité physique. Est-ce que c'est le fait d'être tout seul par moi-même parce que dans la vie, j'ai trop de gens toujours autour, puis j'aime ce petit moment seul avec moi, ou de le faire accompagner de quelqu'un, ou en grand groupe, les échanges. Si on parle d'un sport d'équipe, ben c'est la cohésion d'équipe, les forces de chacun. Donc, je pense que c'est d'aller voir aussi autre que simplement le mouvement ou l'activité. Je pense que c'est voir aussi les alentours, qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on veut aller chercher finalement. Mm-hmm. Ouais. Je pense que la définition, comme tu l'as dit, peut tellement être différente d'une personne à l'autre. Moi, personnellement, ce qui m'amène à bouger de fois en fois, c'est le sentiment d'accomplissement, de sentir que
je vois l'entraînement, puis c'est vraiment unique à moi, je tiens à le préciser, mais c'est comme si je faisais un casse-tête, puis finalement, mon corps est un peu un outil pour résoudre le casse-tête, mais je sais que pour d'autres, ça peut paraître un peu farfelu. Ça peut être juste le sentiment de bien-être qui est accompagné avant, pendant, après, l'excitation de vouloir bouger, de vouloir s'activer. Et ça peut très bien être le côté social, là, puis c'est tout à fait correct. Je pense que c'est important de déculpabiliser aussi parce que on en parle beaucoup, puis nous, on évolue dans ces sphères-là où on met le plaisir de l'avant dans l'activité physique. Mais c'est correct aussi de se dire, hey, ça me tente pas, j'ai pas le goût de bouger ou j'ai pas eu de plaisir. Puis juste de laisser ça, de le constater, puis de passer à autre chose, puis pas de chercher à tout prix à avoir du plaisir. Mm-hmm. Donc, le juste milieu est quand même difficile à atteindre, mais on est là pour en discuter, là. Oui, puis quand on dit bouger par plaisir, tu sais, des fois, c'est pas de dire que une simple activité physique va me procurer du plaisir, là. C'est pas automatique, ce plaisir-là. Donc, si on a une activité qui, tout compte fait, ben j'en ai pas eu de plaisir, on en prend acte, puis ça me permet peut-être de faire d'autres choix. C'est pas instantané, là. C'est pas parce que je bouge que j'ai du plaisir. Puis des fois, ce message-là peut être reçu comme ça, de dire « Oui, mais moi, j'en ai pas de plaisir en bougeant. » C'est peut-être juste pas la bonne façon, mais c'est correct, là. C'est pas automatique, ce plaisir-là. Ça prend du temps aussi de dire ça se peut que tu l'essayes une fois, tu n'as pas eu aucun plaisir, puis la deuxième, tu te réessaies. Donc, je pense que ça peut venir avec le temps. Des fois, c'est sur une plus longue période pour certaines personnes, comme d'autres, ça peut être plus court. Mm-hmm. Mais je pense que c'est de se donner le temps, d'accepter que ça se peut que ça soit vraiment pas plaisant au départ, mais peut-être qu'éventuellement, tu vas trouver ce qui te convient. Puis de se laisser le temps de développer nos compétences dans un certain domaine aussi. Des fois, quand on a du travail à faire pour l'apprendre, c'est pas tout de suite plaisant, mais d'avoir un peu confiance au processus aussi, là. Justement, l'approche que vous prônez, c'est une approche qui est beaucoup axée sur le plaisir, sur la bienveillance. J'aimerais ça savoir justement, qu'est-ce qui vous a amené vraiment à décider de vous tourner vers une autre approche que l'approche un peu plus orientée, traditionnelle? Puis est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça s'est fait un peu comme ça, là? Pour ma part, l'élément déclencheur, c'est vraiment ce qu'on a mentionné plus tôt, à savoir que j'avais des clients qui étaient malheureux, là, puis un peu comme Jessica l'a mentionné, moi, j'ai contribué au mal-être de ces gens-là, puis j'en ressens encore un peu de culpabilité, mais je pense qu'on peut changer notre approche collectivement, puis notre vision de l'activité physique. Donc, après ce déclic-là, je pense que c'est avec des discussions avec des gens comme vous, avec des ressources, en lisant sur l'activité physique, puis avec beaucoup d'introspection que je me suis dit, comme Marianne l'a mentionné tantôt, si on met l'individu au centre de son choix d'activité physique, mais c'est cette personne-là qui a les meilleurs outils pour déterminer qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce qui me fait bouger. Donc, c'est vraiment l'écoute. C'est ça le shift dans « je te prescris quelque chose », l'approche médicale, curative, versus on fait juste écouter. Puis à l'intérieur de nous, je pense qu'on a tout un peu la réponse. C'est sûr qu'on peut être guidé, puis on peut être assisté dans notre pratique d'activité physique. Puis tant mieux qu'il y a des gens qui le font comme Jessica. Mais au-delà de ça, on peut juste faire un peu plus d'introspection, puis écouter notre corps. Notre corps, à un certain moment dans notre vie, il a déjà bougé autrement. Si on regarde des enfants bouger, c'est fantastique comment ils bougent, les enfants. Pourquoi on le fait plus en vieillissant? Moi, ça me fascine. Puis je pense qu'on peut un peu tous retrouver ce plaisir puis ces capacités physiques-là à pouvoir bouger autrement que dans un spectre assez linéaire qui est l'approche assez conventionnelle dans le monde du fitness actuel, là. Moi, je dirais que mon approche est venue par le fait que mes propres changements corporels me donnaient des obstacles, je dirais, en comparaison à ce que j'étais capable de faire auparavant dans un corps plus mince, plus musclé, etc. Donc, j'étais fâchée contre moi-même, j'étais fâchée contre mon corps, puis on dirait que je me retrouvais plus dans ce même milieu-là dont j'avais évolué pendant plusieurs années. Donc, autant en tant que personne qui bouge, comme cliente, qu'on peut dire, mais également comme entraîneur de groupe, j'avais tellement la perspective que la prof devant toi doit avoir un certain standard, un certain physique, que moi, j'avais mis une croix sur ça, puis j'étais vraiment triste parce que j'aimais vraiment ça, animer des cours, de pouvoir enseigner cette passion-là. Puis j'avais mis une croix là-dessus.
Puis à un moment donné, j'ai eu une autre chance dans un autre milieu d'activité physique qui était beaucoup plus inclusif avec la diversité corporelle. Puis c'est là que j'ai fait, hey, j'ai ma place quand même. Pas quand même, j'ai ma place, point. De dire, même si mon corps est plus gros, je suis quand même capable d'enseigner. Je suis peut-être pas capable de faire le push-up sur les pieds, mais je suis capable de le nommer, d'expliquer, de le démontrer pendant peut-être une répétition, mais c'est pas grave si moi je suis pas capable parce que ça se peut très bien que les personnes devant moi sont pas plus capables. C'est que ça rend un peu le côté humain, puis de moi avoir bougé avec un corps qui était différent d'auparavant, c'est là que j'ai pu adapter ma façon d'enseigner pour expliquer puis être capable d'exprimer des alternatives à mes clientes finalement pour adapter avec le corps qu'on a. Parce que c'est pas dans tous les mouvements qui vont être faits de la même manière pour tout le monde. C'est pas vrai. Le corps, s'il est différent, ça se peut qu'il bouge pas pareil comme un certain standard. Donc, je pense que mon côté humain a amené la chose. Moi, je l'ai vécu, donc je le sais, je le comprends. Puis je suis capable d'y penser. Quand tu as un ventre qui est dans le chemin, il va pas disparaître, là. Donc, on va trouver d'autres façons de... Bon, on va le tasser un petit peu, on va aller un peu plus bas, puis ça va être correct. Donc, c'est vraiment ce côté-là que j'ai pu amener dans ma pratique à moi, puis de rendre ça inclusif, puis que moi, c'est des femmes, là, 100%. 100% du temps, c'est des femmes, puis qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent dans un endroit, un safe place, en anglais, qu'elles se sentent dans un endroit sécuritaire où elles peuvent juste être. Elles peuvent juste être dans leur corps, puis elles ont tellement toutes des corps tellement différents, puis elles se sentent bien pour peut-être la première fois de leur vie via l'activité physique, sans jugement, sans pression, sans comparaison. Puis ça, je trouve ça beau de pouvoir partager ça avec elles parce que ça vaut tout l'or du monde quand que tu finis par comme te sentir bien, puis éventuellement avoir du plaisir à le faire. C'est super important. Puis se sentir jugé ou sous pression ou observé, c'est clair que ça coupe le plaisir aussi, là. Donc, d'avoir un endroit comme ça, c'est précieux pour redonner envie de bouger aussi aux gens qui s'en empêchaient à cause de certaines barrières plus physiques, là. Exact. Puis concrètement, dans le fond, là, vous avez commencé à donner des petites pistes, mais ça ressemble à quoi un cours de groupe de Jess ou justement une séance à l'entraînement Club Bonsaï? Chez nous, on essaie vraiment donc d'interroger le client, à savoir qu'est-ce qui le passionne. Puis il y a différentes facettes aussi à l'entraînement, là. Fait qu'on peut faire des cours de cardio, on peut faire des cours musculaires, des mouvements qui relèvent plus de l'agilité. Dans toutes ces composantes-là d'activité physique, on peut quand même décortiquer chacun des mouvements pour le rendre plus digeste puis accessible. Puis souvent, on voit des vidéos d'entraînement, c'est très commun sur les réseaux sociaux, où les gens font des choses absolument débiles, là, très impressionnantes. Puis c'est ça qu'on valorise beaucoup, mais je pense que chacun est capable de l'adapter puis de le faire à sa manière et de s'approprier le mouvement. Donc, il y a une facette de « OK, j'essaie de faire la même chose, je réduis à ce que je suis capable de faire aujourd'hui, puis j'y vais par petits incréments pour me l'approprier puis donner des nouveaux outils à mon corps. » Donc, chez nous, c'est un peu ça qu'on fait, que ce soit dans un cours donc de kickboxing ou un cours de force. On peut tous s'amener à bouger autrement. Puis je pense que de pouvoir ajuster l'intensité, les mouvements en fonction de là où les gens sont, c'est ce qui rend aussi l'entraînement plus plaisant puis accessible. De mon côté, moi, en fait, la formule qui fonctionne depuis 2 ans pour moi, c'est qu'à tous les mois, je pars des programmes de groupe mensuels qui sont sur Zoom. Donc, on fait un entraînement virtuel. Moi, je suis dans le confort de mon sous-sol et je vois mes participantes sur Zoom. Et on fait un entraînement ensemble entre 20 à 30 minutes parce que je veux que ça rentre. On a des horaires chargés. Moi, j'ai un contexte de vie aussi que j'ai un enfant qui a du hockey, un horaire chargé. Donc, moi, j'aime que les entraînements soient quand même assez courts pour montrer aussi que ça peut être accessible. On n'est pas obligé de faire 1h30 d'entraînement pour que on se sente bien. Puis, moi, je fais l'entraînement. Dans le fond, je le fais, je sue, j'ai mal, j'ai chaud, je ris, je me trompe. Je rends ça très humain, puis je l'enseigne en même temps dans mon micro pour que les participantes puissent le faire à la maison. Et ce que j'aime faire à la fin, c'est qu'on fait un petit tour de table. Donc, ça l'amène un peu à mes participantes de pouvoir échanger entre elles sur l'entraînement, mais aussi ce qu'elles vivent présentement dans la vie. Des fois, des moments plus qui sont de l'anxiété ou de grosses surcharges de travail. Donc, on finit par
se découvrir en tant que participante, même si sont toutes des inconnus. Puis on échange, ça crée vraiment une petite communauté tissée serrée où finalement on se sent moins seul dans ce qu'on vit. Puis on est capable de nommer des fiertés. Je l'impose, mais je veux qu'elle soit capable de nommer c'est quoi ta fierté aujourd'hui, c'est quoi ta fierté ce mois-ci, qu'est-ce que tu as été capable d'accomplir. Puis des fois, ça n'a aucun lien avec l'activité physique, mais elles sont capables de le voir dans le quotidien. Qu'est-ce qu'ils sont capables d'accomplir que peut-être avant, elles n'étaient pas capables. Puis des fois, c'est grâce à le fait qu'elles ont bougé en ma compagnie dans le groupe. Donc, moi, c'est comme ça que ça se passe. Puis, c'est beau à voir, vraiment. William, sur ton site Internet, il y a une phrase là, qui a attiré mon attention, qui était « On bouge parce que le mouvement est essentiel à la vie ». Donc, je suis 100% d'accord, puis c'est vraiment une très belle phrase, mais même si on connaît les effets sur la santé, c'est très bien documenté, l'humain est fait pour bouger, on connaît les effets de la sédentarité qui peuvent diminuer la longévité, qui augmentent les risques de maladies chroniques. Même si ce constat-là est important, c'est pas nécessairement facile d'intégrer l'activité physique dans notre quotidien. C'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait pour susciter la motivation à bouger pour que l'activité physique fasse partie intégrante de notre vie, de la vie de tout le monde? Un peu comme arrêter de fumer, je pense que on a besoin de pas culpabiliser les gens. Tout le monde est déjà au courant des bienfaits de l'activité physique. Fait que plutôt que peser sur ce piton-là puis se dire ça serait bon pour ma santé, ça serait bon pour X, Y, Z, ces constats-là font juste augmenter la culpabilité de en ce moment je bouge pas. Alors pour susciter la motivation, je pense qu'on a besoin de trouver qu'est-ce qui nous-mêmes nous amènerait à bouger, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Puis dans quoi je me sens aujourd'hui un tout petit peu compétent, puis dans lequel je m'accepterais. Donc, on en a parlé, mais il y a une relation avec la compétence et le plaisir. Puis c'est important quand on débute une activité physique de laisser de côté le sentiment de compétence parce que souvent, on l'entend auprès de nos clients. « je suis donc bien pas bon, je suis donc bien pas bonne. » Puis on vient de commencer. C'est tout à fait normal. Tu sais, si ça fait longtemps qu'on n'a pas bougé ou qu'on s'est pas entraîné, ça arrivera pas du jour au lendemain. Puis ça se peut que ça te prenne plus de temps que le voisin, ça se peut que ça en prenne moins. Et c'est correct aussi, mais... Et Jessica le fait avec ses clients, je trouve ça super cool de poser la question après, de quoi tu es fier? Parce que cette introspection-là qu'on fait suite ou pendant un entraînement, c'est ce qui nous amène un peu à se dire, hey, finalement, je me sens un petit peu compétent dans ce que je fais. Puis c'est ce sentiment-là qui peut être aussi intrinsèquement lié au plaisir puis à la motivation. Au-delà de ça, je pense qu'on a besoin d'essayer beaucoup de choses pour savoir ce qui nous fait plaisir, parce que si on aimait tous la même chose puis qu'on avait tous le même corps, on serait tous en train de faire de la course dehors au Parc La Fontaine. Ça serait facile. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je pense qu'on a besoin de se questionner puis de s'entourer aussi. Puis je trouve intéressant ce que tu disais, Jessica, de poser la question, puis que tout compte fait, c'est peut-être relié à l'activité physique, ma fierté, mais que ça a un impact positif dans mon quotidien, puis de le ramener à un élément concret. Moi, c'est une question que je posais à mes clients. C'est quoi que tu veux réaliser? Puis là, en dehors de l'activité physique, parce que peut-être si tu veux effectuer un retour au travail, si tu as le goût de jouer avec tes petits-enfants, et peu importe, peut-être que l'activité physique, c'est un moyen dans ta vie quotidienne. L'activité physique va t'aider à atteindre cet objectif-là qui n'a vite comme ça aucun lien avec l'activité physique. Donc, de le ramener à un projet de vie, à du concret, dans ton quotidien, c'est motivant. Si, en plus, quand on se fait poser la question, parce que des fois, toute seule, on va pas nécessairement faire le lien, puis on va pas y réfléchir, mais si quelqu'un nous aide à le mettre de l'avant, de dire oui, je suis fière, puis c'est parce que je suis en meilleure forme physique, c'est parce que je bouge au quotidien que je réalise plein d'autres choses. Donc, c'est bien de le faire là, dans tes cours. Je pense que ça fait réaliser beaucoup de choses à tes clientes. Merci. Donc, quand on veut bouger dans le plaisir ou qu'on veut essayer d'intégrer l'activité physique à notre quotidien, c'est sûr que d'avoir une variété d'activités, ça peut être intéressant, mais comment on peut faire justement par où commencer quand on veut commencer à bouger, qu'on ne sait pas trop, trouver l'activité physique qu'on aime, oui, mais laquelle, comment on fait ça dans le fond? Parce que certainement, les gens qui viennent vous voir, William, Jessica, ils ont peut-être déjà fait un bout de chemin de réflexion. Mais si on est en mode exploratoire, puis de dire,
Je ne sais pas, moi, quelle activité physique que je veux intégrer. Je désire en faire plus, mais je ne sais pas par où commencer. Bien, se poser des questions, je vous dirais que c'est pas mal la première chose. Puis je pense oui, si on est en mode exploratoire ou si on a une baisse de motivation, puis des fois, ben, notre premier réflexe, c'est de se taper sa tête, de dire « je suis plus motivée, je suis pas bon ». Donc, se poser des questions, c'est quoi, moi, l'environnement idéal pour bouger? Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce que... Non, je préfère ne pas faire face aux intempéries, de faire ça à l'intérieur. Au niveau social, ben, est-ce que je veux être en groupe? Est-ce que je veux être en groupe avec des amis ou des gens que je connais pas? Est-ce que je veux de la musique dans mes oreilles? Est-ce que c'est la nature? Mon horaire? Où est-ce que je fais de l'espace pour l'activité physique? Puis, de se poser la question, ben déjà... ça va peut-être en éliminer ou le choix va se faire plus facilement parce que l'horaire, je pense que des fois, on essaie, comme un morceau de casse-tête qui n'est pas à la bonne place, on essaie de le rentrer de force. Mais il faut faire de la place. Puis le but, c'est pas de moins dormir pour faire de l'activité physique, c'est moi, mes besoins, mes intérêts, si j'ai un horaire très chargé puis que le moment que je peux bouger, c'est pendant la pratique de hockey de mon gars puis que je peux sortir à l'extérieur, aller marcher. Moi, c'est ça qui fonctionne. Donc, prendre le temps de se poser des questions, trouver les réponses, les choix vont peut-être se faire plus facilement, puis ça va correspondre à vous. Donc, on ne sera pas en train de rentrer un morceau de casse-tête de force. Ça va être plus facile de le faire, de répéter l'activité physique. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir une activité qui est plus durable parce que les effets de l'activité physique, on en parlait, oui, c'est bien pour notre santé, mais si on veut les maintenir, ben il faut maintenir l'activité physique. Donc, comment qu'on fait pour que ça soit durable? Il faut que ça réponde à nos besoins, à nous. Donc, l'industrie du fitness, des fois, justement, nous envoie des messages. C'est cette façon-là qui est bonne de bouger. C'est cette façon-là qui va vous amener à atteindre vos objectifs. Ben, en fait, la seule façon de bouger qui est bonne, c'est celle que vous êtes capable de répéter, que vous voulez répéter, en fait. Puis, une autre chose que je trouve importante, c'est on parle beaucoup des loisirs en activité physique. Hein? On va s'inscrire à une activité, puis c'est parfait, c'est correct. Cependant, il y a plein d'autres façons de bouger, de se déplacer de façon active, puis de se poser la question, ben moi, c'est peut-être ça ma façon de bouger si je me rends au travail en vélo, puis de ne pas voir aussi, des fois, on voit tout ou rien. Ah, moi, je ne peux pas aller au travail à vélo, c'est impossible, ou c'est 5 fois semaine, c'est beaucoup trop, ben est-ce que je peux y aller une fois semaine? Est-ce que, tu sais, de repenser, d'essayer de voir en dehors de la boîte. Même chose pour au travail. Donc, ça se peut, là, on a peut-être un travail qui est très sédentaire devant l'ordinateur. Donc, mes activités se passent à l'extérieur. Mais si je suis un facteur puis que je marche toute la journée, bien, peut-être que je fais moins d'activités le soir. Cependant, je suis pas sédentaire, je suis actif. Donc, de voir où est-ce que je peux ajouter du mouvement, puis même au travail, si mon travail est sédentaire, OK, on en prend acte. Bien, est-ce qu'il y a un moment dans la journée où je peux ajouter des mouvements? Est-ce que je peux faire des petits défis avec mes collègues, d'aller faire les escaliers? D'essayer de réfléchir à le mouvement, mais en dehors, c'est correct qu'on a des loisirs, mais il y a encore plein d'autres façons de bouger. Fait que d'essayer d'y réfléchir. Puis, ma préférée, parce qu'on y pense rarement, nos activités domestiques, c'est de l'activité physique. Peut-être pas la plus sexy, mais d'essayer de changer notre perception, tu sais, de voir l'activité domestique, justement, passer la balayeuse, c'est pas super amusant, mais si je le vois comme c'est de l'activité physique gratuite, c'est de le voir peut-être différemment. Puis c'est une activité physique qu'on peut faire à notre rythme, dans le confort de chez nous. Fait que, on voit tout de suite le résultat. Oui, le résultat, effectivement. Mais, tu sais, c'est anodin, puis on y pense pas, mais tout ça, c'est du mouvement dans notre journée. Fait que de revoir l'ensemble de notre journée, l'ensemble de notre semaine où je peux faire de l'activité physique. Parce que vous l'avez peut-être sûrement déjà entendu, des gens qui disent « Ah, mais moi, je suis pas sportif. » Tu sais, mais on n'a pas besoin d'être sportif pour bouger. On n'a pas besoin de pratiquer un sport ou une activité organisée pour bouger. Ça se peut que pour toi, c'est autre chose. Fait que prendre le temps de se poser des questions, bien, les choix vont se faire plus facilement, puis ça va être plus durable dans le temps. Et on peut se reposer ces questions-là aussi. C'est pas parce qu'on s'y pose une fois que c'est terminé, on a fait les bons choix. Ça se peut que ça fait 2 ans que tu cours, puis là, ça te tente plus.
Mm-hmm. Ça peut faire 2 mois que tu le fais aussi. Aussi. Oui. Puis qu'en fin de compte, on se repose les questions, puis il y a peut-être des changements dans notre quotidien qui fait on a le droit d'évoluer, de changer. C'est pas couler dans le béton. Donc, de dire que oui, c'est important de bouger, mais après ça, il n'y a pas une seule façon, puis ça va évoluer dans le temps, dans les saisons. Donc, comment je bouge l'hiver, comment je bouge l'été, c'est peut-être pas la même chose. C'est très correct. Je pense que c'est de baisser ses attentes aussi. Je pense qu'on est dans une société qui dicte un peu un nombre, une fréquence, un nombre de minutes, un nombre de... Puis on se dit, moi, je suis pas capable de bouger 3 fois par semaine. Mais il faut être réaliste. Peut-être que dans ton contexte de vie, de dire que je prends 30 minutes dans ta semaine, une fois, c'est peut-être ça qui convient. Donc déjà, juste de baisser nos attentes pour commencer petit pas par petit pas, va donner des fiertés puis va te faire grandir là-dedans au lieu de commencer tout de suite avec quelque chose qui est peut-être non réaliste et inatteignable puis qu'on se décourage plus vite. Tous les mouvements comptent, fait que c'est de remettre ça en perspective. Je pense qu'on peut voir différemment, puis ça nous éloigne un peu de la performance. C'est correct de vouloir performer, je veux dire, c'est correct d'avoir des objectifs des fois peut-être élevés, puis c'est ça qui t'habite puis qui te motive, parfait. Cependant, même si on voit souvent des exploits reliés au sport, c'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de performer pour être actif ou on n'est pas obligé d'avoir des objectifs qui sont spectaculaires. Donc, de s'éloigner de la performance, tous ces petits mouvements-là comptent, puis sont pas moins valables. Pas du tout. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, 5 minutes, ça vaut pas la peine, mais on a commencé à le faire au bureau. Marianne a donné l'exemple tantôt un peu, mais Marianne elle nous proposait qu'on fasse des petits défis actifs, puis on se fait penser 5 minutes, c'est pas long. On dirait que dans ma tête, des fois, 15 minutes, je me dis, là, j'aurais le temps de faire telle affaire ou tel suivi de travail, mais un petit 5 minutes, on l'a intégré, puis souvent, au moment où est-ce qu'on se sent comme tanné, qu'on a envie un petit peu de tourner en rond, là, une petite pause active, ça fait du bien, on revient, c'était pas long. Fait que des fois, c'est juste de se dire que tous ces petits 5 minutes-là comptent, puis peuvent avoir des bénéfices au-delà de juste la santé cardiovasculaire ou autre, mais juste de se changer les idées, de sortir puis de revenir avec une nouvelle motivation au travail. Je pense que c'est des éléments importants aussi. Puis ce qui a trait à la santé, on voyait aussi que dans les études, les bénéfices sur la santé sont là dès les premiers mouvements aussi. On n'a pas besoin d'être actif comme un athlète olympique pour développer ou améliorer sa santé. Donc, des fois, c'est moins décourageant, comme tu disais tantôt, que de se dire, là, il faut que je fasse tant de minutes par semaine ou tant de fois. Donc, chaque petit pas compte. Puis, c'est beaucoup de petits 5 minutes qui font des grandes demi-heures. Puis après ça, qui augmentent de fois en fois. Oui, puis la progression, c'est la clé. Puis des fois, on progresse, on fait des gros sauts. Puis on veut faire des gros sauts, mais une progression, la motivation, son meilleur ami, c'est les réussites. Puis il n'y a pas de petites réussites. Fait que d'aller chercher des petites réussites va nous motiver. Puis la progression, c'est pas 10 minutes, 30 minutes, 50. C'est 5, 6, 7. De revoir des fois notre façon de voir justement la progression. Je pense qu'on veut aller vite. Mais de prendre un petit pas de recul, puis si je vais marcher, je fais le tour de mon quartier, puis ça me prend 20 minutes. Bien maintenant, ça me prend 20 minutes ma marche, mais je fais le tour de mon quartier, plus d'autres coins de rue, donc j'ai progressé. Ou je fais le même tour de mon quartier, mais ça m'en prend 15. J'ai progressé. Moi, j'avais beaucoup de clients qui me disaient tout de suite, en rentrant, « Va falloir que j'en fasse 5 fois semaine. Hein? » Et arriver avec des appréhensions, parce que c'est ça les messages qu'on reçoit. Puis notre travail, c'était de défaire ça, de dire, toi, ton point de départ, il est où? On va partir là. On a tout un point de départ, puis je pense que c'est important de le respecter. Puis c'est ce qui va faire qu'on va vouloir continuer. Tu l'as dit, William, là, de mettre la personne au centre, c'est ça qui est important. C'est la personne qui va prendre les décisions. Nous, on est les professionnels autour. On est là pour lui montrer peut-être le chemin, mais c'est lui qui prend les décisions. De respecter son point de départ, puis la meilleure activité physique qu'on peut pratiquer, c'est celle qu'on veut répéter. Donc, je pense que cette phrase-là est importante et à retenir.
Qu'est-ce que vous auriez le goût de dire aux gens, justement? Tu sais, des fois, quand on veut, on est motivé, on a envie de partir en grand, puis on pense que ça va être bon, puis tout ça, mais on sait que finalement, souvent, ça fait qu'à long terme, on abandonne, puis que c'est mieux d'aller plus graduellement, puis de le maintenir toujours. Mais avez-vous des conseils ou des choses que vous auriez envie de dire aux gens, tu sais, qui sont comme trop motivés en partant, là, puis qui devraient juste un peu calmer leur ardeur malgré la motivation pour finalement viser à maintenir ces changements-là à long terme? Je dirais d'essayer de canaliser cette intensité-là, puis de baisser ses attentes. Donc, oui, il y a des fois, on est tellement motivé qu'on va être capable de le faire, mais ça sera peut-être pas soutenable à long terme. Et là, dès qu'on va avoir un contexte de vie qui vient un peu mettre un petit obstacle dans notre semaine, dans notre horaire, bien là, tout de suite, le plan de match qu'on s'était fait dans notre tête fonctionne plus. Donc, je pense que c'est de diminuer un peu son intensité, puis de se dire, bien, mon intensité, au lieu de faire un gros pic pour que ça redescende assez rapidement, mais on va y aller plus graduel. Puis s'il y a encore moyen de vouloir bouger encore plus, bien, je veux dire, il y a plein d'autres façons qu'on peut juste être plus actif au quotidien, puis de l'intégrer. Mais je pense que c'est d'y aller, de baisser ses attentes, baisser peut-être la fréquence qu'on s'était dit. Puis justement, si on vit des victoires, bien, on va le répéter de plus en plus. Puis peut-être que la progression va se faire plus rapidement que d'autres, dépendant. Mais je pense que c'est justement pour qu'on se dise, est-ce que c'est soutenable à long terme? Je pense qu'on peut viser l'Everest. C'est correct, tu sais, de viser l'Everest, mais avant le sommet, il y a vraiment plusieurs étapes. Fait que, tu sais, c'est pas de dire c'est trop ou tu peux pas t'y rendre, tu sais. Oui, tu peux t'y rendre, mais mettons qu'on morcelle tout ça, puis qu'on y va un petit morceau à la fois, parce que, comme on disait, ben la réussite va nourrir ta motivation. Fait que si ta réussite, ton objectif final, ben c'est seulement dans 1 an, ça peut être difficile de soutenir la motivation pendant tout ce temps-là. Donc, OK, on veut monter, on veut se rendre en haut de l'Everest, mais avant de se rendre en haut, on va y aller mètre par mètre. Ouais. Puis c'est important de considérer aussi que quand on bouge, peu importe que ce soit un entraînement ou que ce soit déneiger une auto, on accumule de la fatigue. Là. D'un point de vue biologique, notre corps est fatigué, puis on pourrait peut-être pas nécessairement reproduire la même chose tout de suite après, 1 heure après ou une journée après. C'est pour ça aussi qu'on parle de doser, parce que oui, on serait peut-être capable de maintenir le rythme 5 fois par semaine, puis c'est pas juste une question de motivation. Il y a ça, mais il y a aussi, pour que mon corps s'adapte à ce que je lui impose, ben, il y a peut-être besoin de se reposer, puis il y a besoin d'autre chose. Donc, surtout les premiers temps, c'est important de dire, OK, c'est quoi le volume ou la quantité d'énergie que je suis capable de dépenser et m'en remettre pour le lendemain, puis les journées subséquentes. Là. Oui, parce que c'est ça, quand on dit qu'on veut répéter l'activité physique, ben c'est d'être en mesure de la répéter, pas dans 2 semaines, parce qu'en fin de compte, on est allé trop fort puis qu'on a de la misère à marcher. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Puis, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui disent « Moi, j'haïs ça, bouger. J'aime pas ça. » Autant les gens qui bougent, mais qui n'aiment pas ça, que ceux qui sont sédentaires parce que, aussi, tu sais, qu'ils n'ont pas eu de plaisir, peut-être des fois associé à certains traumas. Mais qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Je leur dirais que c'est correct, puis c'est normal, puis je comprends. Fait que déjà, juste de déculpabiliser cette façon de voir qu'on pense qu'on aime, on n'aime pas ça. Puis justement, des fois, c'est par les expériences passées ou par le jugement des autres. Donc, je pense que c'est correct de normaliser, que c'est correct de se sentir comme ça. Puis après ça, ben de se poser les questions, un peu comme on disait, d'introspection, de dire comment on peut l'intégrer dans notre quotidien. Si c'est juste de se lever plus souvent de notre chaise, ça sera ça. Puis de voir que finalement, on peut faire des très, très petits changements au quotidien qui vont faire que, OK, bouger, c'est pas juste va pousser des poids au gym. Des fois, on l'associe beaucoup, on associe l'activité physique au gym ou à faire des entraînements super intenses, mais c'est pas juste ça. Il y a tellement d'autres choses. Donc, je pense que ça se peut que ce côté-là d'activité physique ou ce sport ou ce loisir-là te convienne pas de par ton expérience passée. On n'est pas obligé d'aller là tout de suite. Ça peut être dans longtemps, puis ça peut être jamais aussi si tu veux pas y retourner. C'est correct. Fait qu'on peut découvrir beaucoup d'autres choses, puis d'ouvrir un peu ses horizons, puis de défaire, de déconstruire un peu les règles qu'on s'est faites au niveau de... C'est un peu comme en alimentation, là, je regarde Andréane, mais un peu, on va déconstruire les règles qu'on s'est imposées, puis de se dire, ben si j'ai pas le goût d'aller dans ce type-là, ça se peut de par mon histoire, de par comment je le sens, mais il y a peut-être d'autres choses aussi qu'on peut découvrir. Puis c'est correct de le sentir comme ça. Puis ça peut prendre du temps avant de découvrir ce qu'on aime.
c'est normal. Ouais. On parle aussi beaucoup d'introspection depuis tantôt, puis je pense que le fait d'être entouré, puis de le verbaliser aussi avec des gens autour de nous, que ce soit tant mieux si c'est avec des professionnels qui sont habitués de le faire, mais que ce soit avec aussi d'autres personnes qui vivent la même chose, ton voisin, quelqu'un de proche dans la famille, un chien ou un chat, le dire à voix haute, puis se faire questionner par quelqu'un d'autre, ou juste d'être entouré quand on le fait, ça peut être aussi une source de motivation supplémentaire, puis de se poser la question, c'est quoi qui est le plus accessible pour moi aujourd'hui? Puis comme tu l'as dit, ben ça se peut que ça soit pas le fun au début, puis c'est normal de repartir une machine qui est plus rouillée, puis de par nos traumas ou ce qu'on a fait par le passé, ça se peut aussi qu'il y ait beaucoup de choses à déconstruire avant qu'on se dise, OK, c'est peut-être acceptable, peut-être que ça me tente de plus en plus. Là. Puis je pense que le discours au niveau de l'alimentation a pris plus de place à ce niveau-là, peut-être moins encore au niveau de l'activité physique, mais notre relation, d'améliorer notre relation avec l'alimentation, on en parle de plus en plus, mais c'est la même chose avec notre corps, avec l'activité physique, puis de trouver la personne, donc oui, ça peut être un professionnel de la santé qui t'aide là-dedans à améliorer cette relation-là, mais juste des fois d'accepter, puis justement, c'est normal d'aller gratter. Il y a des causes en arrière de ça aussi. Ben qu'est-ce que j'ai vécu? Si j'ai vécu aucune expérience positive en activité physique, c'est normal là, qu'on n'aime pas ça. Donc, notre relation, comme la relation avec l'alimentation, on peut l'améliorer, puis c'est quelque chose qu'on peut se donner le droit aussi, là, que ça soit positif. Puis si on a besoin d'aide, ben d'aller en chercher. Puis il y a des professionnels qui sont là pour vous aider si c'est ce que vous avez besoin. Puis on parle beaucoup justement de s'introspecter, de réfléchir. Puis en même temps, on est dans une société de performance où ça va vite, où on prend pas toujours le temps d'écouter nos besoins, autant de sommeil que de pause, que d'alimentation, que d'activité physique. Comment concrètement vous auriez envie d'aider les gens à se connecter à leur corps, à leurs besoins? Comment on fait pour y penser quand ça va vite, quand c'est pas nos réflexes? Comment on fait pour intégrer ça un peu aussi dans notre quotidien? Ça se cultive, ça. Je pense que c'est pas... à chaque fois qu'on fait une activité physique, on va pas nécessairement se poser toujours ces questions-là, mais si on prend l'habitude, surtout au début ou périodiquement, traditionnellement, en kinésiologie ou un programme d'entraînement, on va noter, j'ai fait tant de charges, tant de répétitions. Ben, aussi, on peut noter aujourd'hui comment je me suis sentie avant, pendant, après. Est-ce que je vais le faire à chaque fois? Non. Mais si j'ai pris l'habitude, si je vais travailler à vélo, puis que j'ai pris l'habitude de me dire « Ah oui, je suis moins fatiguée quand j'arrive au travail, je suis plus alerte. » Est-ce que tous les matins, ça me tente d'aller à vélo au travail? Pas nécessairement. Mais si je me suis posé la question que je sais que j'ai la compétence, je sais que j'aime ça, ben j'ai pas à me poser ces questions-là chaque matin. J'ai créé ce lien-là. J'ai pris le temps de prendre l'activité qui me convenait. Puis, ah oui, je le sais que je vais être moins fatiguée. Puis, OK, j'embarque, puis ça va bien. Donc, je pense que c'est de se connecter à certains moments, de créer ces liens-là, ces connexions-là, de comprendre, moi, ça me fait du bien, de pas juste se dire combien de temps, de se déconnecter un peu des chiffres pour se reconnecter à soi. C'est correct là, d'évaluer notre performance. Ceci dit, si ça prend trop de place, peut-être que ma montre qui compte tout, je devrais la laisser de côté, le temps de me reconnecter, à savoir pourquoi je le fais. Ah, parce que ça me fait du bien. À quel moment, quand je suis plus anxieuse, je le sais qu'aller marcher, ça diminue quand j'en ai trop dans la tête. Donc, de se poser ces questions-là, périodiquement, à certains moments, ben mon cerveau, il va le reconnaître, ce chemin-là, puis il n'aura pas besoin de se poser les questions à chaque fois que je fais de l'activité physique. Fait que c'est de prendre le temps, puis effectivement, des fois, de se faire poser la question par quelqu'un d'autre, ça aide parce que c'est pas nécessairement inné là, de toujours se poser ces questions-là. Juste moi, par exemple, dans mes entraînements, souvent, juste d'un bloc ou d'une série à l'autre, on a des fois un 15 secondes de pause, puis là, je dis, OK, là, on se connecte à notre corps. Qu'est-ce que notre corps, il nous dit, là? Est-ce que je devrais comme un peu ralentir? Est-ce que je devrais prendre une plus grande pause? Puis des fois, juste de le faire, même pendant, ça amène la réflexion. Oh, c'est vrai, oh mon Dieu, j'avais même pas remarqué que mon cœur, il bat vraiment beaucoup vite, puis
je me sens pas bien. Donc, des fois, oui, de se le faire dire. Fait que moi, j'essaie de l'intégrer pour faire ces petits... oui, exact. Puis des fois, c'est là que ça vient par elle-même. Puis les participants sont capables de le faire. Et je pense même les journées où ça nous tente pas. Mais tu sais, on se dit, OK, je vais le faire. Puis qu'après, finalement, on se sent bien. Bien là, je pense que c'est là de faire le lien dans notre cerveau, comme tu disais, de dire, ça me tentait pas, je l'ai fait, puis finalement, je me sens bien. Puis je suis un petit peu plus énergisée que juste là, avant que oh non, j'aurais rien fait. Fait que des fois, juste de temps en temps, de faire ces liens-là, ces connexions-là, ça permet de relativiser puis de voir dans le futur quand ça va réarriver. Ouais. On a besoin d'associer puis d'arrêter. On dissocie beaucoup en ce moment collectivement comment on se sent psychologiquement puis comment je me sens physiquement. Mon corps, c'est une machine puis il devrait être capable de faire ça. Mais en réalité, quand je me sens plus anxieux, ben ça se peut parce que mon corps me parle ou ça peut être aussi que mon anxiété va avoir un effet sur comment mon corps agit. Donc, les deux étant intimement reliés, mais je pense qu'en faisant ce travail d'association-là, de se poser la question comment je me sens physiquement, psychologiquement, on atteint un état de bien-être un peu plus équilibré. Ouais. Oui, puis c'est atteindre l'équilibre, c'est pas linéaire. Justement, il y a des hauts, il y a des bas. Fait que quand on se pose ces questions-là, à savoir comment je me sens, ben on est capable de mieux répondre à nos besoins parce que mes besoins vont changer d'une journée à l'autre. Ça se peut qu'aujourd'hui, je suis fatiguée puis qu'au lieu de faire l'activité physique que j'ai l'habitude de faire, qui est peut-être plus intense, je vais en faire, mais je vais diminuer mon intensité parce que ça va me permettre de répéter peut-être justement le lendemain au lieu de ne pas m'écouter, de faire mon entraînement très intense. Tout compte fait, ben mon corps avait besoin d'un peu moins aujourd'hui. J'en ferai pas cette semaine parce que je suis allée au bout du rouleau. Tu sais, c'est un exemple, mais c'est de mieux répondre à nos besoins. Puis ça, ben dans le temps, ça va être plus durable aussi parce que de comprendre qu'on n'est pas un robot. C'est pas linéaire, ça bouge dans le temps, de l'accepter. Ben on est capable de mieux gérer peut-être nos moins bonnes journées, puis de mieux les accepter. Donc, même si l'industrie du fitness et tous ces messages vont pas disparaître demain matin, restent très omniprésents, tout comme la culture des diètes, croyez-vous que les messages axés sur le cas de la performance et du corps peuvent changer? De voir vos initiatives comme les vôtres, ben ça donne quand même espoir, même s'il y a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez autour de vous des changements? Est-ce qu'il y a un mouvement qui se crée? Oui, définitivement. On sous-estime, je pense, l'impact qu'on peut avoir au quotidien en tant que personne. Puis je parle pas juste de nous dans notre travail qu'on fait avec l'activité physique, mais même chaque personne, des fois, tu sais, on en parle, on côtoie des gens au quotidien, puis on sous-estime l'impact qu'on peut avoir autour de soi. Donc, je pense que plus de personnes vont entrer dans le mouvement intuitif, l'écoute, la bienveillance. Ça fait des petits. C'est un peu comme le donner au suivant. Une personne qui influence une autre, qui en influence 2 puis 3, ben je pense que c'est là qu'on va venir prendre un petit peu plus notre place dans une industrie pour venir contrer les anciens messages de cette culture-là de la diète, des standards. Donc, je pense que c'est là qu'on peut revenir à soi puis se dire je peux faire une différence puis je peux influencer alentour de moi, peu importe je suis qui dans la vie. Quand on en parle, après, on embarque un ami, on embarque une sœur. Non, regarde, puis c'est vrai que tu rayonnes, tu as plus d'énergie, c'est beau de te voir. Au-delà de... C'est pas le physique, là. Des fois, c'est juste dans notre manière d'être. Donc, je pense qu'on devrait se taper une bonne tape dans le dos quand on a des belles expériences comme ça puis qu'on a ce bel impact-là. Ouais. J'abonde dans le même sens. Je pense que... Enfin, c'est un peu difficile à dire parce qu'on baigne quand même tous les quatre là, dans ce milieu-là, puis on l'espère, puis on y croit vraiment, vraiment très fort. Mais je pense aussi que c'est important de mentionner que l'industrie du fitness se réapproprie aussi le mot inclusivité, puis bien-être et bienveillance. Donc, il faut quand même faire attention parce que tout ce qui est restrictif ou ce qui vous fait sentir mal ou pas bien, ça mérite d'être questionné parce que veut pas, l'industrie du fitness est juste là pour faire de l'argent, puis ça veut pas dire qu'on prend qu'on prend à cœur notre bien-être.
C'est vraiment les mêmes réflexes que pour la culture des diètes. C'est comme ça aussi dans le monde plus nutritionnel. Tu sais, les régimes se mettent à dire bah c'est pas de la privation, vous pouvez manger ce que vous voulez, etc. Fait que j'imagine que c'est la même chose aussi. Ah, venez ici, respectez-vous, c'est bienveillant, c'est inclusif, c'est axé sur le plaisir. Mais effectivement, le ressenti après, puis comment ça se passe réellement dans l'expérience, faut savoir un peu démasquer les stratégies de cette industrie-là qui veut rester lucrative. Si vous aviez une chose à dire aux gens, qu'est-ce que les gens devraient retenir aujourd'hui de nos échanges? Je souhaite dire à tout le monde que votre corps est le plus bel outil. Puis que même si on semble parfois le négliger parce qu'on nous dit qu'on le néglige au quotidien, on peut ne pas l'oublier puis se le réapproprier. Puis c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. On est capable, on a toute la capacité de pouvoir se sentir mieux dans notre corps, peu importe la dimension que ça prend. Soyons indulgents, puis on peut se donner le temps, mais il y a de l'espoir, puis c'est vraiment le fun de bouger. C'est sûr que nous, on est convaincus, mais si on se donne le temps, c'est vraiment une belle machine. Je dirais aussi que c'est correct que ça soit ça semble un peu nébuleux, que ça semble inaccessible même. Je pense que c'est correct de penser ça, mais de se dire justement que l'espoir, c'est possible d'aimer bouger avec notre corps, puis justement bouger avec notre corps et non pas contre lui. Je pense de juste changer ces 3 mots-là, bouger avec notre corps, ces 4 mots, déjà, ça va changer un peu la perspective, puis d'y aller vraiment avec petit pas par petit pas, puis d'essayer. Puis ça peut être long de trouver, mais d'essayer, de varier, de se faire accompagner aux besoins, puis de se lancer. De se lancer, puis c'est correct de se tromper. Puis c'est ça la beauté de la vie. On peut essayer plein de choses. Il faut juste faire le petit pas pour l'essayer. Effectivement, que l'activité physique est réellement accessible à tout le monde. Puis que malgré des fois les images ou les messages qu'on reçoit, qu'on dirait que c'est pour un type de personne, un type de clientèle, c'est faux. Tout le monde peut bouger, ont accès à ça, chacun à leur rythme, chacun a son point de départ, de se respecter, puis d'aller chercher de l'aide aux besoins, mais personne ne peut vous enlever ça. Vous pouvez bouger et le mouvement va vous apporter beaucoup. Donc, c'est accessible à tous. Donc, ça serait déjà la fin de notre épisode. Merci beaucoup pour ces belles discussions. Moi, je retiens c'est possible et aussi penser avant de bouger. C'est pas quelque chose qu'on aurait intuitivement pensé, je pense, à faire, mais ça vaut la peine puis ça garantit probablement plus le succès de la démarche en termes de plaisir, de bien-être et surtout à long terme. Donc, j'espère que votre expérience, vos conseils vont avoir donné envie aux gens qui nous écoutent de bouger et de trouver aussi les activités qui leur conviennent. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.